Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation et je suis naturellement accompagné de mon acolyte du jour, Dr B. Quoi de neuf, docteur? Bonjour la team 2-0, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver de nouveau sur cet espace. C'est parfait. Au sommet de cette émission, nous allons donc revenir sur la Coupe du Monde des clubs. Après une semaine de compétition, nous allons essayer de vous donner notre avis par rapport à cette nouvelle compétition. Et par la suite, nous aurons le fil actu. Prêt, Dr B? Parfaitement. D'accord, c'est parti. Après une semaine de compétition de la Coupe du Monde des clubs, Dr B, au départ de cette compétition, elle était plutôt décriée. Les joueurs avaient même voulu faire une sorte de grève par rapport au timing de la compétition, en estimant qu'il y avait déjà assez de matchs pour en rajouter une nouvelle compétition. Après une semaine, quel est ton regard sur, de manière générale, sur la compétition? Bon, de manière générale, je peux dire une entrée en matière très positive, surtout de la part des clubs européens, des cadors, si on peut dire ça comme ça, qui étaient vraiment attendus pour ce début de tournoi. Mais voilà, depuis le début des deuxièmes journées, parce que la deuxième journée n'est pas encore terminée. Je crois que les deux derniers groupes n'ont pas encore joué leur deuxième journée. Je pense que le niveau est plutôt relevé. Voilà, on monte en puissance, une montée en régime dans la compétition, ce qui est naturel. Donc voilà, en ce moment, le niveau il est correct, quoi. D'accord, c'est parfait. Effectivement, depuis le début de la deuxième journée, on sent un changement de temps de la part de la plupart des participants. Étant donné que c'est un système où il faut avoir le maximum de points pour se qualifier sur les 3 matchs, donc je suppose que pour ce deuxième match, les équipes ont fait preuve de beaucoup plus d'intensité pour essayer d'élever leur niveau des jeux et surtout pour se qualifier. En outre de cela, hormis le fait que le niveau de jeu a augmenté, on note quand même plusieurs surprises, parmi lesquelles le Paris Saint-Germain, qui n'a pas réussi à battre le club champion sud-américain de Botafogo. Quel est ton regard sur la défaite du champion d'Europe? Oh, le Paris Saint-Germain s'est fait surprendre par le niveau de cette valeureuse équipe du Botafogo. Elle est d'ailleurs pas la seule. Les Sud-Américains se montrent plutôt à l'aise dans ce tournoi. Je ne sais pas, ce n'est pas une excuse, mais voilà, disons que les conditions de jeu, voilà, sont plutôt à leur avantage, surtout qu'ils arrivent au milieu du championnat. Je crois que le championnat, par exemple, le championnat brésilien, il est à la moitié de la saison. Donc, ils arrivent plutôt au top de leur forme, contrairement aux équipes européennes. Surtout le PSG qui a une très très longue saison, c'est le moins que l'on puisse dire. Le récent champion d'Europe, voilà, qui n'a pas arrêté d'enchaîner depuis le début. Et après la finale de la Ligue des Champions, il y a eu la Ligue des Nations qui s'est enchaînée directement. Donc, disons que c'est compliqué. Ça n'exclut bien évidemment pas le piètre niveau qu'ils ont affiché. Voilà, Luis Enrique est parti avec une équipe assez remaniée, surtout au milieu de terrain. Je crois que tout le milieu de terrain titulaire, il était sur le banc, à l'exception de Vitinha. Donc, voilà, les remplaçants qui n'ont pas vraiment su jouer leurs cartes, à l'instar de Zaïre Emery, qui a vraiment livré une piètre prestation. Disons qu'ils n'ont pas marqué assez de points. Également, Gonzalo Ramos, qui est titulaire depuis 2 matchs. En l'absence d'Ousmane Dembélé, voilà, ça peine à trouver le cadre, ça peine à marquer un but. C'est compliqué. En tout cas, pour moi, je préfère plutôt miser, je préfère mettre l'accent sur la magnifique performance du Botafogo que de la contre-performance du PSG. D'accord, c'est parfait. Un autre mastodon européen qui s'est fait surprendre, c'est Chelsea, qui après avoir ouvert le score par Neto, s'est fait battre par le club de Flamengo, qui l'a emporté sur le score de 3-1 et qui est d'ores et déjà qualifié pour le second tour. Quel est ton regard sur cette défaite du club londonien? Je pense que la gestion du match a été calamiteuse. Ils ont fait une très bonne entrée de match Chelsea. Ils ont ouvert le score, 1-0. But de Pedro Neto. Je pense qu'ils contrôlaient le match. Voilà, ils n'étaient pas à l'abri d'une égalisation, notamment par des fulgurances que Flamengo mettait en place. Il y avait plusieurs occasions qui étaient manquées, notamment
C'est une très belle équipe amenée par Gerson, qui est très connu au niveau européen. Je pense que c'est un ancien à Marseille, non? Effectivement, alors je viens un joueur de Marseille. Ouais, c'est le capitaine de Flamengo et voilà, l'équipe a été renforcée par des joueurs d'expérience européenne tels que Jorginho, récemment signé à Flamengo. Et en plus, en provenance de Chelsea, donc c'était une retrouvaille avec son ex. Il y a également en plus des joueurs d'expérience comme Jorginho, tu as un Danilo qui a fait de très grands clubs européens, notamment le dernier en date était la Juventus de Turin. Donc, c'est une très belle équipe de Flamengo qui s'est imposée contre Chelsea. Voilà, après l'égalisation, Chelsea a lâché complètement. Ils se sont vraiment fait, et je veux pas dire qu'ils se sont fait surprendre, ils se sont vraiment fait marcher dessus. Ils ont encaissé 2 buts en 2 minutes. Et voilà, le troisième but, c'était que l'accomplissement de ce qui devait être fait parce que, voilà, l'équipe de Chelsea était affaiblie non seulement psychologiquement, mais aussi, elle était réduite par l'exclusion de Nicolas Jackson. Je sais pas ce qu'il a fait, mais vraiment, il a fait n'importe quoi. Il faut noter il a déjà été exclu, je crois, la 36e journée en première ligue. Il devient un habitué de ce genre de pratique. C'est vraiment dommage. Et puis voilà. D'accord. Au-delà de la victoire de Flamengo et de Botafogo, l'impression que les clubs brésiliens me donnent, c'est qu'ils jouent pour quelque chose de plus que la victoire. J'ai l'impression qu'à chaque match, ils essaient de défendre l'honneur du football brésilien et de l'Amérique du Sud en général. Je tiens à préciser que les 3 clubs brésiliens engagés sont tous invaincus, puisque Fluminense a aussi réussi à remporter son deuxième match contre le club sud-coréen sur le score de 4-2, le club de Thiago Silva actuel. Et tous les clubs brésiliens sont en tête de leur groupe, ce qui montre l'intensité et surtout l'engagement qu'ils ont afin de démontrer et de sauver l'honneur de leur football. J'ai l'impression que cette intensité qu'ils mettent, je ne veux pas dire que ça surprend les clubs européens, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ne s'attendaient pas à un tel niveau un tel niveau d'intensité. Je ne sais pas si tu partages mon point de vue. Ah, bien sûr que je le partage. Moi, je dirais même qu'ils surprennent non seulement les clubs européens, mais ils surprennent tout le monde. Je crois qu'il y a personne qui aurait misé une pièce là-dessus, bien sûr, à part eux. Mais clairement, le Brésil, déjà, ils sont nombreux, quoi. Il y a plusieurs clubs, il y a beaucoup de clubs brésiliens dans cette compétition. J'ai vraiment pas trop compris les critères d'admissibilité. Mais bon, on reviendra de cette. Il y en a 3, c'est Flamengo, Fluminense et Botafogo. Je pense pas qu'il y en a un autre. Bon, déjà, c'est beaucoup pour un club, pour le championnat brésilien. Euh, disons-le, voilà, il y a des cadres européens qui manquent à l'appel. Toi, tu as 3 clubs brésiliens. Donc, en tout cas, c'est comme je disais, je crois que le Brésil il est venu pour faire non seulement une bonne impression, mais peut-être pour partir avec le trophée. Ils sont vraiment sérieux, ils sont à fond dans le tournoi. Comme tu as dit, ils jouent pour quelque chose de vraiment supérieur à ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment incroyable. Je crois que ils sont en train de donner tout le sens de cette compétition. Et puis voilà, c'est comme j'ai dit, maintenant il y a un problème de timing. Voilà, tu as d'un côté les clubs européens qui sont en fin de saison, qui pour certains prennent ça comme un petit tournoi de pré-saison, comme ils ont l'habitude de jouer. Voilà, et d'autres dans d'autres pays qui sont en pleine saison, voilà, le niveau il n'est pas le même. Clairement, il y a un phase de régime d'un côté et de l'autre côté, c'est du sérieux. D'accord. Autre club européen qui déçoit, même si ce n'est pas un cadre, mais c'est quand même un club vainqueur de la Ligue des Champions, c'est le FC Porto, qui s'est fait surprendre par l'Inter Miami de Lionel Messi grâce à un superbe coup franc. Quel est ton regard sur, on dirait, le manque d'envie du FC Porto de briller dans cette compétition? Je partirai pas sur un manque d'avis. Moi, je pense juste que c'est un manque de niveau. C'est simple. Moi, j'ai vu le match du FC Porto. J'ai pas vu le premier match contre Palmeiras, je pense. Mais j'ai effectivement vu le deuxième contre Inter Miami. C'est vraiment honteux pour un club de ce calibre-là, un vainqueur de la Ligue des Champions, comme tu l'as dit. D'afficher un tel niveau contre l'Inter Miami, voilà, ça n'enlève rien à la magnifique performance des Américains. Mais franchement, pour l'FC Porto, voilà, c'est quand même l'ancien club de José Mourinho. Tu as des cadors qui sont passés par ce club. Et
franchement, être supporter de FC Porto et voilà, voir le niveau qui était affiché il y a 5 ans et celui d'aujourd'hui, ça doit être une douleur, mais extrême. C'est juste impressionnant. Je suis vraiment déçu par le niveau qui est affiché par ce club. Depuis que Villas-Boas, l'ancien entraîneur, a pris la présidence du FC Porto, disons que les résultats ne suivent pas parce que ça se voit même en championnat. Voilà, le Sporting et le Benfica, ils sont ceux qui mènent la danse. Donc, ce n'est pas que dans cette Coupe du Monde des clubs, mais c'est compliqué depuis plusieurs années déjà. D'accord, tu fais bien de noter par rapport au premier match du FC Porto, autant pour moi. Il y a Palmeiras qui est un autre club brésilien. Lors de la première confrontation, ils ont fait match nul. Et Palmeiras est actuellement en tête du groupe avec 4 points, à égalité avec l'Inter Miami. Euh, Hormis ces clubs qui n'ont pas réussi à faire la différence, d'autres clubs ont réussi plutôt à respecter la hiérarchie. Je pense au Bayern de Munich, qui après avoir battu le club d'Auckland City sur le score de 10 buts à 0, a réussi à battre le club de Boca Juniors sur le score de 2 buts à 1 grâce à un but du serial buteur Harry Kane et surtout grâce à Michael Olise qui a marqué son troisième but dans la compétition, ce qui fait de facto de Michael Olise le meilleur buteur de la compétition à égalité avec Jamal Musiala. Quel est ton regard sur ce Bayern de Munich qui prend les choses très au sérieux? Est-ce que selon toi, il confirme le statut de favori? Bon, confirmer le statut de favori, pour moi, ça n'a pas de sens parce que c'était pas le favori d'emblée dans le début de tournoi. Je crois que les favoris. Toi, il faisait pas partie des favoris avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid? Bon, bon, t'es pas le favori absolu, c'est ce que j'ai voulu dire. D'accord, Oui, c'est parfait. c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, voilà, mais depuis la défaite du PSG, je pense que c'est le favori ultime qui se dessine. Parce que voilà, c'est l'équipe qui a vraiment pris ce tournoi au bras le corps. Aucune rigolade. Ils ont ils ont une dominance écrasante sur leurs adversaires. Voilà, on va peut-être dire que Auckland City n'a pas le niveau, mais c'est très sérieux du côté bavarois. C'est 2 matchs, 2 victoires, 12 buts marqués en 2 matchs, c'est incroyable. Le meilleur buteur, les 2 premiers meilleurs buteurs, je pense même les 5 sont ex aequo parce que tu as en plus des 2 à 3 buts, notamment Michael Olise et Jamal Musiala, tu as des Coman, des Thomas Müller avec 2 buts, donc ils sont à égalité avec des joueurs comme André Di Maria, etc. Donc, c'est très sérieux. J'ai juste attendant juste de voir ce que ça va donner contre les équipes de niveaux similaires. Euh, on va pas se prononcer là-dessus trop tôt. En temps, moi, je retiens mon souffle. J'ai vu un Bayern à l'arraché en Ligue des Champions et ça peinait à enchaîner. Donc, je pense en tout cas, je crois que ça va leur faire du bien. Voilà, une compagnie je crois qu'ils vont enchaîner sa deuxième saison, la compagnie. Effectivement. Donc, je crois ils cherchent le juste milieu. Ils sont sur pas mal de coups sur le mercato. Donc, je crois il est sur la bonne voie pour reconstruire une équipe monstrueuse du côté allemand. Parce que là, ils ont déjà pris le défenseur central, l'ex-défenseur de Leverkusen, du Atalanta. Donc, ça va leur apporter déjà une certaine sénérité en défense centrale. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner contre les équipes de niveau similaire, j'ai dit, mais pour l'instant, ça fait un parcours de champion. D'accord. Un autre club européen, tu le citais tantôt, qui a un joueur légendaire dans son effectif, c'est le Benfica qui a réussi à récupérer un match nul après avoir été mené justement par Boca Juniors sur le score de 2 buts à 0. Ils sont revenus à 2 buts partout. Et Benfica a réussi elle aussi à battre l'équipe d'Auckland City et ils sont juste sur les talons du Bayern de Munich. Est-ce qu'on peut dire que Benfica est en train de respecter son rang en tant que club européen par rapport au groupe dans lequel ils sont? Oui, bien sûr, l'entrée en matière était plutôt poussive. Je crois qu'ils ont entré en matière par un match nul contre Boca Juniors, Effectivement. qui est bien évidemment une équipe pas facile du tout à jouer. On a vu que le Bayern s'est imposé contre Boca Juniors sur la plus petite des marges.
un but d'écart. Donc, ça confirme la difficulté à jouer cette équipe argentine qui a un public en plus full de foudroyant. Et voilà, quand tu les joues, peu importe que ce soit à domicile, la preuve, ils sont pas à domicile, mais tout le stade est conquis à leur cause. C'est l'une des équipes avec le plus de supporters dans le monde. C'est toujours compliqué à les jouer. En plus, ça joue bien au football. Donc, deuxième match, Benfica s'impose 6-0. Voilà, je crois qu'ils respectent leur statut, comme tu as dit. On va voir ce que ça va donner contre le Bayern. Je crois que c'est le choc du groupe pour voir qui s'en sortira premier de cette poule-là. Je crois qu'ils sont le Bayern premier avec 6 points pour l'instant et Benfica est déçu avec 4 points. Donc, attention, si Benfica s'impose, ils prennent la tête du groupe. Donc, je crois qu'on va assister à une belle rencontre lors de la dernière journée. Et puis voilà, pour l'instant, je crois que le Benfica confirme son statut. Effectivement, parce que lors de la dernière journée, tu fais bien de le mentionner, le Benfica Lisbonne va donc affronter le Bayern de Munich. Et tu l'as noté au classement, le Bayern a 6 points, dont ils sont d'ores déjà qualifiés. Par contre, si le Bayern de Munich bat Benfica et que Boca Junior bat Auckland City, ça va se jouer à la différence de but parce que généralement, on prend d'abord comme premier critère la différence particulière, mais les deux équipes, Boca Junior et Benfica, se sont séparées sur un score de parité. Donc, Benfica a tout intérêt à ne pas perdre ce match. Un autre mastodon européen qui a eu des difficultés. Pendant longtemps, on s'est dit qu'ils étaient convalescents suite à leur défaite, leur tabassage en finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. C'est l'Inter de Milan qui, après son match nul décevant contre l'équipe mexicaine de Monterrey, où Sergio Ramos a marqué un but. Après ce match nul, l'Inter de Milan a eu toutes les peines du monde à battre l'équipe japonaise d'Ottawa. Mais grâce à un excellent Lautaro Martinez, ils ont réussi à remporter le match sur le score de 2-1. Est-ce que tu penses que cette victoire de l'Inter Milan va permettre à cette équipe, qui restait sur une série de quasiment 2 matchs sans victoire, pardon, est-ce que tu penses que cette victoire va les permettre d'aller de nouveau de l'avant? Ah, c'est tout ce que j'espère. Parce qu'il faut le noter, la crise, elle n'a pas commencé, pardon. La crise, elle n'a pas commencé depuis la défaite en Ligue des Champions contre le PSG. Hein. La crise, elle commence depuis la qualification contre le Barça au match retour. Effectivement. Du championnat, La crise, elle a commencé entre le match aller et le match retour contre le Barça, effectivement. exactement. Je crois que ça enchaîne lors des 3 dernières journées. Je crois que c'est uniquement le match de la dernière journée là. Il est une sorte de finale qu'ils jouaient avec le Napoli à distance, qu'ils ont gagné. Sinon, avant ça, je crois qu'ils enchaînent 2 ou 3 défaites déjà. Et voilà, avec le départ de Simone Inzaghi, ça n'arrange pas. Ça n'a pas du tout arrangé les choses. Il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, je crois, Christian Kivou. Voilà, il essaye de trouver les bonnes formules. J'espère qu'ils vont, avec cette victoire autant difficile qu'ils ont pu en capitaliser hier, j'espère que ça va leur permettre d'enchaîner. C'est assez compliqué depuis là. Je pense que les séquelles de la finale sont encore présentes dans la tête de certains joueurs, peut-être pas tous. Et voilà, il va falloir oublier ça. Ça fait partie de l'histoire désormais. Ils ont perdu la finale. Je crois qu'il faut qu'ils soient costauds, qu'ils relèvent la tête et voilà, qu'ils continuent leur chemin. De toutes les façons, comme j'ai dit, je pense que plus on va avancer dans cette compétition, plus il y aura une montée en régime de certains clubs, surtout les cadors qui sont attendus. D'accord. Une autre équipe qui s'est remis la tête à l'endroit, c'est la Juventus, qui s'est imposée sur le score de 5-0 avec, si je ne m'abuse, un doublé de Randal Colomwani. Ils sont dans un groupe composé de Manchester City et du Wydad de Casablanca. Est-ce que selon toi, cette victoire est de bon augure pour la suite pour la Juve? Bien sûr, s'ils veulent terminer en tête de ce groupe, ils n'avaient pas le choix que de battre cette équipe de Al Ain, je pense. L'équipe émirati. L'équipe émirati qui s'annonce aux sorties de la première journée comme l'outsider de cette poule. Parce que ça va être plus compliqué contre le Wydad de Casablanca qui a affiché plutôt un bon visage contre City malgré la défaite de plus contre 0. Voilà. Le dernier match sera plutôt compliqué. Ce sera, disons-le, ou espérons-le, une finale du groupe parce que voilà, il faudra déjà qu'il s'impose contre le Wydad.
pour espérer être en tête de ce groupe parce que je vois une victoire logique de Manchester City contre LA. Donc, voilà, ils avaient tout intérêt. En tout cas, espérons. On a eu un doublé de Randall Colomwani qui a fait une plutôt bonne entrée en lice dans ce tournoi. Donc, espérons que ça enchaîne du côté de la Juve parce que ça n'avait pas du tout été le cas en championnat. Voilà, Igor Tudor, je crois qu'il a été confirmé pour le poste de Montella pour la saison prochaine. Ouais, donc, je crois qu'il va falloir enchaîner et essayer de trouver les bonnes formules avec le mercato. Je crois que ça se cherche un peu comme Vincent Kompany du côté du Bayern. Mais bon, je crois enfin, 5-0, l'entrée en matière elle est plutôt bonne, elle est réussie. D'accord, c'est parfait. Du côté du continent, vu que nous sommes africains, quel est ton regard sur la performance des clubs africains? On note la première victoire de l'Espérance de Tunis qui a remporté son match contre le Los Angeles FC. Ils sont donc à 4 points, ils sont en ballottage favorable pour se qualifier. Nous avons le club des Sundowns de Motsepe qui a un point, mais malheureusement qui a sabordé son match contre Dortmund. Et nous avons le club le plus titré d'Afrique, à savoir Al Ahly, qui est bloqué à un point suite à sa défaite contre Palmeiras. Quel est ton regard sur le niveau affiché par les clubs africains? Oh, le niveau, il est pas mal. Le niveau, il est pas mal. Il est vraiment loin de ce qu'on aurait pu penser ou de ce qui se serait dit. Du moins, depuis la dernière performance du tout-puissant Mazembe en 2010 dans cette compétition, on n'avait plus vu d'équipe africaine marquer les esprits dans cette compétition. C'était généralement un match et voilà, ils sont éliminés. Voilà, maintenant avec cette nouvelle formule, déjà qu'il n'y a plus un seul club africain, c'est déjà bien pour nous. Là, ils sont, je crois, trois. Ils sont 4 avec le Wydad. Wydad, Al Ahly, les Sundowns d'Afrique du Sud Exact. et l'Espérance de Tunis. Ouais, exactement. Les chances sont plutôt multipliées. Disons que c'est le WAC qui souffre le plus. C'est normal, ils sont dans un groupe vraiment solide. C'est dommage pour eux. Du côté de Al Ahly, je pense que les Égyptiens auraient pu faire mieux contre l'Inter Miami. Je pense qu'ils auraient dû tenir les 3 points. Quand il y a un penalty manqué dans le match, dommage. Il fait, Les Tunisiens s'en sortent plutôt bien. Je crois ils ont 4 points. Ils font le premier match man nul. Ils gagnent leur dernier match contre les LA des Galaxy de Los Angeles. Donc, c'est plutôt de bon augure pour eux. Je crois que la dernière équipe, c'est les Sud-Africains. Ah ouais, c'est vrai qu'ils abordent leur match contre Dortmund. Ils auraient pu faire mieux, mais bon, après, c'est Dortmund quand même. C'est déjà valeureux comme performance. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal pour sous cette première édition à ce format-là. Je crois que ça va progresser au fur et à mesure. Donc, je ne veux pas cracher sur ce qu'on voit. C'est déjà une victoire dans le tournoi, celle de l'Espérance de Tunis. Donc, bravo à eux déjà. Donc, D'accord. Et selon toi, est-ce que tu penses que si aucun représentant africain ne se qualifie pour la suite, bien que je tiens à préciser que l'équipe de l'Espérance de Tunis est en ballottage favorable pour se qualifier et le club sud-africain a déjà 3 points, si aucun des clubs africains ne se qualifie pour la suite, est-ce que selon toi, ça ne serait pas la démonstration de plus que le football africain doit encore 2 fois plus travailler et en retard par rapport aux autres footballs? ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait aucun représentant du continent en huitième. Mais peu importe qu'une équipe africaine se qualifie ou pas, ça ne change rien au fait. Les faits sont clairs. Le championnat africain a tout à apprendre des meilleurs. On doit évoluer sur pas mal d'aspects. Ce n'est pas un hasard. Disons-nous la vérité, on est quand même. Je ne dirais pas qu'on est les derniers de la classe parce que quand je vois des performances comme celle de Auckland City, c'est vraiment pas le même niveau. On n'est pas les derniers de la classe, mais on doit progresser, on doit évoluer, on doit aujourd'hui arriver dans cette compétition, avoir la même détermination que les Brésiliens. On doit faire ce genre d'impression, peut-être pas tout de suite. Et voilà, c'est comme on dit, les victoires, elles se préparent. C'est pas de l'improvisation. Espérons qu'on ait plus d'une équipe en huitième déjà. Ce serait pour moi très bien comme résultat. Et voilà, à la prochaine édition, vu que ça va se jouer désormais tous les 4 ans, on a 4 ans pour préparer tout ça.
D'accord, je tiens à préciser que le club d'Auckland City, c'est un club amateur. Ils sont 5500e mondial au classement des clubs dans le monde. C'est juste que vu que le système sélectionnait les clubs qui ont eu des performances durant ces 5 dernières années, actuellement, le club d'Auckland City ne fait même pas partie des grands clubs du championnat néo-zélandais. C'est juste que pendant 2 à 3 ans, ils ont plutôt surpris leur monde dans le championnat néo-zélandais, ce qui les vaut leur place actuelle en Coupe du Monde des clubs. La plupart des joueurs sont des salariés qui ont dû demander une permission pour pouvoir jouer cette compétition, ce qui explique aussi leur niveau aussi bas dans cette compétition. Au-delà des équipes et au-delà des résultats, y a-t-il des joueurs qui ont suscité ton intérêt dans cette compétition? Est-ce qu'il y a des joueurs dont tu retiens la performance? Ah, bien sûr, déjà les Bavarois, Michael Elysée qui fait une entrée franchement, il est dans son tournoi, il est dans une forme monumentale. Je crois qu'il est vraiment à son prime. Il est, il est très sérieux dans ce tournoi. Il y a, voilà, le GOAT. Le GOAT, il nous a démontré que peu importe, même à 37 ans, il reste le GOAT. Son match contre le Porto, pour moi, sans trop forcer, il fait une performance, voilà, il fait une performance. Si je peux me permettre, c'est son match ou son coup franc? Non, 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 pas du tout. Moi, sérieusement, j'ai vu son match. C'est pour ça que je te dis sans forcer. Et physiquement, il fait pas d'effort. Physiquement, il est vraiment à la ruine. Mais niveau technique, c'est fou. C'est fou niveau technique. C'est pas pour rien que ses partenaires, dès qu'ils ont le ballon, c'est lui qui le cherche. Ils font rien, ils n'arrivent pas à lier 4 passes si Messi n'a pas touché le ballon. Bon, c'est logique. Avec l'Inter Miami, pour moi, c'est un club de vacances. Quand tu vois le président David Beckham, l'entraîneur Javier Mascherano, les joueurs Busquets, Suarez et Jordi Alba, le seul qui s'implique réellement en tant que footballeur, c'est Léo Messi. Et le gardien de l'Inter Miami qui est très performant. Pour le reste, c'est un club qui repose uniquement sur le talent de Léo Messi. Bon, si tu veux, je suis d'accord. Ah ben, je suis désolé. Moi, pendant longtemps, lorsque le championnat saoudien a été mis en place, la plupart des observateurs du football ont critiqué ce championnat en disant que c'est un championnat où les gens allaient juste pour l'oseille. Je n'en disconviens pas. Mais quand je vois comment les clubs saoudiens construisent leur équipe, je prends le cas de comment il s'appelle, El Attiyad ou Al Nasser ou le club qui a joué contre le Real Madrid, son nom m'échappe. Alila. Al Hilal, quand tu vois la manière dont l'effectif est construit, ce sont des joueurs qui sont encore dans la force de l'âge et qui ont encore le niveau pour jouer dans les championnats européens. Maintenant, quand je projette cela au club américain, je prends le cas du Los Angeles FC, tu vois Giroud, Denis Bouanga, Hugo Lloris, tu prends le LFC, tu as l'Inter Miami, je suis désolé, tu as vraiment l'impression que ce sont des colonies de vacances. Ce sont pour moi des colonies de vacances. Et c'est pour ça que la performance d'Al-Ahly m'a énormément déçu parce qu'il y avait de quoi faire mieux, mais malheureusement, il fallait que ça tombe sur un club africain. Mais bon, tu me diras que le FC Porto a réussi à perdre contre l'Inter Miami, mais je trouve quand même que c'est un championnat, par rapport à tous les championnats exotiques, je trouve il est beaucoup plus surcoté que les autres championnats exotiques. Je trouve que le championnat saoudien, il m'a l'air beaucoup plus compétitif que le championnat américain. Maintenant, peut-être c'est un regard lointain. Donc, c'était une parenthèse, on était au niveau des joueurs qui t'ont plu, dont tu as cité Michael Olise, Lionel Messi. Y en a-t-il d'autres? Bah oui, on ne pourra pas. C'est vrai que c'est 3 buts sur 3 pénaltys, mais voilà, ce serait malhonnête pour un fan de football de ne pas souligner l'immortalité d'André Di Maria. Ce GOAT de ce sport. C'est vraiment, je pense il n'a jamais été, comment dire, estimé à sa véritable valeur. Là, c'est vraiment une icône dans ce sport. Voilà, il est à 2 matchs, 3 buts, peu importe que ce soit sur penalty, les performances dans le jeu, elles sont, elles sont, elles sont au top. Donc, je soulignerai Angel Di Maria également. Un autre mastodonte, pour moi, c'est vraiment top 3 des défenseurs centraux des 10 dernières années. Thiago Silva, monstrueux
sur cet entame de tournoi. Franchement, il a rien perdu à son intelligence, à sa capacité à anticiper. Il a mis des mecs tels que Serhou Guirassy en difficulté lors de la première journée. Je parle quand même du co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, la dernière Ligue des Champions. Thiago Silva, qui joue au championnat brésilien, il a réussi à le mettre hors d'état de nuire. C'est fort. Sergio Ramos aussi, qui sort hors du match, homme du match contre l'Inter de Milan. Je pourrais t'en citer plein d'autres. Donc, voilà, pour faire un clin d'œil au championnat africain. Belle performance aussi de l'Algérien, Belaïli, Youssef Belaïli contre LA. De l'Espérance, de l'attaquant de l'Espérance de Tunis. Ouais, exactement, Youssef Belaïli. Voilà, qui est lui aussi c'est un ancien champion d'Afrique. Il a un gros bagage avec lui, un gros CV. Donc, je crois qu'il fait respecter sur le terrain lors de ce tournoi. Euh, il y en a pas mal, il y en a pas mal. D'accord. De mon côté, moi, je vais pas citer, vu que tu as cité la plupart des joueurs qui sont connus dans le continent européen et en général dans le monde. Je vais plutôt aller sur des joueurs moins cotés, même si tu as cité le joueur de l'Espérance de Tunis. Moi, c'est l'attaquant, celui qui remplace Edison Cavani de Boca Juniors, Merentiel. Il est déjà à 2 buts. J'ai surtout adoré son deuxième but contre le Bayern de Munich, où il a éliminé les défenseurs du Bayern de Munich, en l'occurrence Jonathan Tah. Il y a Rodrigo Mora du FC Porto, qui est même pisté par le Paris Saint-Germain, qui fait une très belle prestation. Je trouve que c'est le seul joueur du FC Porto qui essaye de se montrer et qui essaye de faire des différences. Et j'aimerais aussi noter un point d'honneur à Sergio Ramos, encore buteur, qui a réussi à marquer un but contre l'Inter de Milan. Voilà. Et sur le plan défensif, il est toujours aussi efficace. Bien que Monterrey n'ait que 2 points, ils sont toujours en ballottage favorable pour se qualifier, parce qu'ils auront un dernier match qui sera beaucoup plus accessible, puisqu'ils vont jouer contre le club japonais d'Orawa. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et le gardien de l'Inter Miami, je trouve qu'ils ont un excellent gardien. Déjà, lors du premier match contre le club égyptien d'Al-Ahly, il a fait énormément de parades. Mais en plus de cela, il est décisif et il rapporte des points à son équipe. Donc, ce sont les 3 joueurs qui me tiennent en haleine dans cette compétition. De l'autre côté, s'il y a des joueurs qui ont fait une bonne performance, il y en a aussi ceux qui ont déçu. Quels sont ceux qui t'ont déçu par rapport au niveau de jeu qu'ils ont affiché? Euh, à côté d'eux, je mettrais Antoine Griezmann, qui m'a vraiment déçu, surtout lors du match contre le PSG. Franchement, pour l'Antoine Griezmann qu'on a connu, avoir ce niveau, c'est vraiment, limite, il m'a fait pitié. Sans te couper, Antoine Griezmann, il y a une stat. Depuis le mois de février, il n'a plus inscrit aucun but. C'est incroyable. Ouais, c'est clair, je l'avais vu. Je crois que ça fait 17 matchs désormais sans un seul but. Effectivement. C'est vraiment, ça fait pitié limite, surtout qu'il se maintient dans ce club, à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il a encore les forces pour. C'est dur. Ouais, justement, ça n'avantage pas à Julian Alvarez, qui a vraiment besoin de quelqu'un d'assez mobile autour de lui pour pouvoir performer. C'est compliqué. Antoine Griezmann, physiquement même, c'est compliqué. C'est dur dans les duels. Donc, pour moi, c'est une déception en ce début de tournoi. D'accord. De mon côté, les joueurs qui m'ont le plus déçu, c'est beaucoup plus, bien entendu, les Madrilènes. J'ai été très déçu par Vinicius Junior. Voilà, pour quelqu'un qui est en train de réclamer le salaire le plus gros, le plus grand salaire du Real Madrid, il a été plus que décevant lors du match contre le club d'Al Hilal saoudien. Voilà, des 3 offensifs, il a été le plus ridicule. Même le jeune Gonzalo Garcia a fait une meilleure performance que lui. Dans la déception, Vinicius, elle est grandissante. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer de son côté, mais il a vraiment été décevant dans ce match contre Al Hilal, pardon. Il n'a apporté aucune différence. Il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit sur le terrain. Donc là, nous avons fait le tour sur la Coupe du Monde des clubs.
Juste une petite question, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance dans les matchs? Beaucoup de personnes imaginaient que les matchs allaient être, compliqués en termes d'ambiance, qu'il n'y aurait pas de l'engouement. Quelle est ton observation par rapport, au spectacle? Je ne sais pas, c'est vrai qu'il manque un truc, je ne sais pas si c'est de la hype. Il manque un truc pour qu'on ait, on peut pas dire que c'est la même ambiance que dans les matchs de Ligue des champions européenne, par exemple. Il manque un truc. Et disons que c'est peut-être culturel parce que je l'ai entendu dans une émission, parce que, ben, les débuts de rencontre sont très poussifs niveau ambiance, niveau public et cetera. Mais apparemment j'ai entendu dire que les Américains, ça les dérange pas de rater le début de match. Il faut généralement attendre la 30e minute pour juger la capacité du stade. Parce que souvent, les stades, ils sont à moitié vides en début de match. Mais avant la mi-temps, il est plein. Donc, je sais pas, peut-être le retard fait partir d'eux. Et ça les dérange pas de rater le début de match. J'ai pas trop compris ça. Enfin, mais il manque un truc. Mais voilà, niveau ambiance, c'est pas mal quand même. Surtout quand c'est les Sud-Américains qui, je sais pas s'ils sont vraiment représentés dans ce continent-là. C'est le leur, bien sûr. Mais franchement, ils sont en masse là. Quand les Sud-Américains jouent, c'est niveau public, surtout Boca Juniors, c'est waouh! C'est normal, il y a une forte communauté, sud-américaine aux États-Unis, en particulier au niveau des villes comme, Miami, où il y a beaucoup de Sud-Américains. Donc ça peut expliquer pourquoi, ils sont fort représentés aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, c'est un peu, la France, des pays africains pour, les pays sud-américains. Donc ça explique pourquoi ils sont autant représentés, vu que pour avoir des meilleures conditions salariales, tous essayent, de migrer vers, le pays de l'oncle Sam. Bref, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la Coupe du monde des clubs. Je vous invite, les abonnés de la team 2-0 à commenter, à nous donner vos impressions par rapport, à la Coupe du monde des clubs. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que cette première semaine de compétition, vous satisfait ou alors, vous attendez, le second tour pour avoir beaucoup plus d'intérêt? Et dites-nous aussi dans les commentaires quels sont les joueurs, qui, ont suscité votre intérêt.